Bonjour à tous, je m'appelle Alice Côté-Dupuis et je suis contente d'animer cet entretien pour le regroupement des éditeurs franco-canadiens qui rassemble 14 maisons d'édition francophones à travers le Canada. Je suis en compagnie de Vanessa Légère, en direct de l'Acadie chez De la Famille. Bonjour Vanessa. Bonjour. Pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas d'un océan à l'autre, Vanessa, je vais vous présenter un peu. Vanessa Légère est originaire de Tracadie au Nouveau-Brunswick, mais elle vit à Calgary depuis quelques années. Elle est titulaire d'un baccalauréat en information communication de l'Université de Moncton et elle est issue d'une famille d'entrepreneurs, ce qui a certainement contribué à imaginer l'univers de son tout premier roman, L'Averti, la naissance d'une dynastie. Ça, c'est le premier tome, mais un deuxième est paru également, L'Averti, la force du destin. Et on en attend un troisième, ce sera une trilogie. Et c'est de tout ça dont je vais parler avec Vanessa Légère, mais commençons par le début, Vanessa. L'Averti, la naissance d'une dynastie, c'est un roman paru en 2018 aux éditions La Grande Marée. Déjà assez volumineux, de 728 pages, attention. Donc, c'est un exercice difficile, là, Vanessa, mais comment est-ce que vous décririez votre roman aux gens qui nous regardent pour leur donner envie de plonger dans l'Averti? Déjà, il faut savoir que L'Averti, c'est ça, c'est une saga familiale, hein, à saveur historique, parce que je mélange la fiction et la réalité. Et bon, comme tu l'as dit dans ta présentation, c'est une trilogie et qui s'échelonne sur 4 générations. Et comme le veut le genre, il y a une famille à l'honneur, il s'agit de la famille Roussel. Et puis, c'est une famille acadienne, entrepreneur. Et dont le parcours, je dois dire, est assez particulier, hein, parce que les Roussel, ils sont partis pratiquement de rien pour devenir des chefs de file dans le monde de l'industrie forestière et de la presse. Et donc, c'est cette famille qu'on suit à travers les époques parce qu'on couvre vraiment une longue période de l'histoire. Déjà, le tome 1, c'est de 1870 jusqu'à 1939. Le tome 2, 1939 jusqu'à 1948. Et le tome 3, 1948 jusqu'à, je ne sais pas encore, on va voir où ça va nous mener. Mais donc, c'est ça, on couvre une longue période de l'histoire et on suit la famille Roussel à travers les bouleversements de société. Parce que, entre autres choses, hein, ils sont propriétaires d'un journal qui s'appelle L'Averti, d'où le choix du titre L'Averti pour ma trilogie. Et ce journal, il est vraiment le cœur de l'entreprise familiale et il se retrouve aussi au cœur des débats de société. Déjà, hein, dans le tome 1, on voit que L'Averti se distingue par son engagement dans la société, par ses prises de position aussi audacieuses, courageuses pour l'époque vis-à-vis certains enjeux. Donc, c'est tout ça, on touche à beaucoup d'événements historiques importants hein, qui ont marqué les esprits à travers les 3 tomes. Avant de plonger un peu plus spécifiquement dans les thématiques ou les sujets justement qu'on peut retrouver, j'aimerais qu'on parle en fait de l'Averti, c'est le nom du journal, comme vous l'avez dit, qui est fondé par l'aïeul Auguste Roussel. Oui, Auguste Roussel, oui. Et je me demandais pourquoi avoir imaginé votre saga familiale dans le milieu des médias. Qu'est-ce que le journal permettait? Qu'est-ce que ça vous inspirait, le journal? Déjà, le fait que j'ai un bac en information communication, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'était naturel pour moi de choisir un journal comme modèle d'entreprise familiale. Et aussi le fait que ma source d'inspiration principale, c'est l'histoire. Bon, l'histoire ici avec un H majuscule. Hein. Vraiment, c'est par l'histoire que tout arrive. C'est elle là, qui alimente le journal et du même coup, les intrigues de mon roman. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un journal, justement, pour mettre de l'avant ces moments qui ont marqué les époques, l'histoire, les enjeux aussi qui ont été soulevés dans la société au fil des décennies. Oui, parce que dans le fond, le journal permet un peu de prendre le pouls d'une société à des moments
bien précis grâce aux sujets traités, aux histoires qu'on met à la une. C'est ça. Ça permet aussi de voir certaines prises de position. Des fois, il y a des journaux qui ont une ligne directrice très claire. On peut voir les prises de position des journalistes, des éditorialistes. Absolument, absolument. Et déjà, ce qui est intéressant du journal L'Averti, c'est que son propriétaire, bon, d'abord Édouard, ensuite Preston, ben, il prône l'objectivité, la neutralité journalistique et tout ça, mais dans le fond, eux, de leur côté, c'est pas ça qu'ils font du tout. Hein. Ils prennent la plupart du temps carrément position. Bon, chaque fois hein, que leur sens de la justice est interpellé, que la dignité humaine est bafouée, qu'ils sont témoins finalement de discrimination, que ce soit fondée sur la religion, la culture, le sexe. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi pour un journal de faire preuve d'autant de courage dans ses prises de position, surtout pour l'époque, parce que c'était souvent des positions controversées. Et oui, non, c'est ça. Je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de discussions. Oui, certainement. Puis j'imagine que en quelque sorte, la vraie nature des personnages qui écrivent, des journalistes, des éditorialistes, comme je disais, se révèle là. C'est exactement ça, parce que il y a beaucoup de personnages dans la trilogie, mais il y a vraiment deux pôles qui s'affrontent, si je peux dire. D'un côté, on a les personnages qui sont très conservateurs, qui sont attachés aux valeurs traditionnelles et qui se complaisent, si je peux dire, dans leur vie d'oisiveté. Et de l'autre côté, ben là, on a les personnages qui sont vraiment animés hein, d'une conscience sociale aiguë, qui sont épris de justice. Bon, je pense aux idéalistes, les avant-gardistes, ceux aussi qui rament un peu à contre-courant des valeurs de l'époque. Et bon, on peut s'imaginer que quand il y a de la discussion, bien, il y a des petites étincelles qui surviennent parce qu'ils sont tellement à l'opposé. Donc, oui. Et c'est ce qui est bien du journal, c'est justement c'est ce qui soulève toutes les intrigues entre les personnages et qui alimente bon, les conversations. Mm-hmm. Et parlons du côté historique, parce qu'évidemment, pour traiter de plusieurs sujets qui ont véritablement existé quand même, des moments charnières de notre histoire, j'imagine qu'il faut faire beaucoup de recherches. Comment est-ce que vous avez fait vos choix sur quel sujet aborder, quel sujet mettre à la une de ce journal, L'Averti? Oui, ça, c'est bien que vous mentionniez, Alice, qu'il y a beaucoup de recherches parce qu'effectivement, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Des fois, ce sont des détails même qui peuvent paraître insignifiants, mais ce sont quand même des points de repère qui permettent au lecteur de se situer dans la réalité de l'époque et dans le contexte de l'époque aussi. Bon, puis pour ce qui est des choix, ben déjà dans le tome 1 et 2, là, on parle de la Première et Deuxième Guerre mondiale, de la crise économique, l'exploitation ouvrière, on touche à des sujets comme le racisme, l'antisémitisme, la place des femmes dans la société. Et je vous dirais que justement, la place des femmes dans la société, ça c'est un thème qui revient assez souvent. Ben déjà que j'ai deux de mes personnages féminins principaux qui sont journalistes pour le journal. Donc, elles-mêmes, elles se font un devoir hein, de documenter les petites et les grandes victoires des femmes vers l'égalité. Donc, oui, c'est ça. Les choix, c'est sûr que c'est difficile, mais bon, disons qu'on prend un sujet comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte qu'il y a beaucoup de matériel à exploiter, là. Précisons quand même que c'est quand même pas aride ou c'est pas un cours d'histoire, là. C'est très bien amené tous les sujets historiques à travers cette histoire fictive. Oui, 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 oui. Et oui, c'est quand même important de le mentionner. Et je reviens, vous parliez de la place des femmes qui prend beaucoup de...
beaucoup de place, voilà, dans ces romans, Laverty. On s'attarde, entre autres, assez longuement aux batailles pour que les femmes obtiennent le droit de vote, notamment. Pourquoi c'est important pour vous, Vanessa, de parler de ça, la place des femmes en général, là, qui est très importante dans Laverty? Ben déjà, le fait que moi, je suis une femme, je pense que c'est un sujet qui m'interpelle hein, personnellement. Et puis, je pense aussi que je suis attirée par les personnages qui sont forts et qui s'affirment. Je pense ici à Joséphine Roussel, par exemple, qui fait du droit des femmes son cheval de bataille, qui aspire à être avocate. Et puis, bon, ben, Maude Savoie aussi, qui, elle, va participer activement à la lutte des suffragettes. Et puis même Charlotte par la suite aussi. Donc, déjà, les personnages féminins de mon roman, elles sont tellement engagées dans la société. Et euh, je pense que je m'identifie aussi à elles. Je les admire en tout cas. J'aspire à leur ressembler. Mais bon, c'est sûr que oui, c'est important pour moi de parler de ça et de rendre hommage aussi aux femmes qui ont réellement existé, hein, qui ont porté le flambeau, qui ont porté aussi sur leurs épaules le poids de tout ce travail vers ben déjà le droit de vote, mais tous les autres droits qui ont été acquis. Je pense par exemple à l'affaire Personne en 1929, quand les femmes sont reconnues comme des personnes aux yeux de la Constitution. J'en parle d'ailleurs dans l'Averti. Et puis même quand la loi sur le divorce a été modifiée en 1925, qui permettait aux femmes de se divorcer de leur mari pour cause d'adultère, un droit qui était déjà acquis pour les hommes, mais pour les femmes, jusqu'alors, elles devaient prouver qu'elles avaient été victimes de bestialité. Hein, il faut le faire, hein, mais donc c'est ça, je trouve que c'est tellement intéressant comme sujet. Mm-hmm. Et vous avez effectivement des personnages féminins, ils reculent devant rien vraiment. Et je me demandais, est-ce que ces personnages-là sont inspirés peut-être par des gens en particulier de votre entourage? On l'a mentionné plus tôt, vous venez quand même d'une famille d'entrepreneurs. Peut-être dans votre famille, il y a des femmes entrepreneurs fortes comme ça qui vous auraient inspiré. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup dans ma famille, j'ai beaucoup de femmes. C'est curieux, pur curieux. Je vous dirais que les femmes dans ma famille, elles sont à la fois très féminines, mais très fortes, très indépendantes, très autonomes, des femmes de carrière. Et bon, des mères de famille aussi, mais qui ont su balancer tout ça et qui un peu comme les personnages de mon roman, là, qui veulent être vraiment maîtresses de leur destinée, qui font leurs choix, qui les assument. Oh, et j'aime ça. Moi, je trouve ça beau. Vous abordez des thèmes, des moments de l'histoire qui sont bien réels. Il y a même peut-être certains personnages donc, qui sont inspirés en partie au moins par des vraies personnes. Mais vous avez décidé de situer l'action de vos romans dans une ville qui, elle, est inventée de toutes pièces. Ça s'appelle Montpellier, au Nouveau-Brunswick. Oui. J'étais quand même curieuse, là. Pourquoi vous êtes détaché de la réalité pour ce qui pourrait sembler être un détail, là, le lieu de l'action? Oui, c'est vrai. J'ai hésité à le faire, mais la raison pourquoi j'ai décidé de créer cette ville imaginaire, Montpellier, c'était tout simplement pour me donner plus de liberté d'écriture. Déjà que je fais tellement attention à tout le contexte historique, aux références historiques, j'avais toujours la crainte, oh, ben, si je fais référence vraiment à une ville qui existe, je sais pas, je trouvais que c'était m'aventurer un petit peu en terrain dangereux. Donc à ce moment-là, Montpellier, ça n'existe pas. Et puis, ça me donne vraiment toute la liberté que je veux. Et en plus, Montpellier, c'est un peu une ville utopique, hein, parce que on a l'impression que, bon, déjà, les Acadiens et les anglophones vivent en relative harmonie, ce qui est quand même le cas là, dans ma région. Mais même à ça, on sent toujours cette petite rivalité linguistique, hein, cette préoccupation, si je peux dire, cette crainte pour la famille Roussel et les Acadiens là, de ma trilogie. Donc, cette crainte
de l'assimilation et aussi cette volonté de peut-être pas surpasser les anglophones, ben, au moins de se retrouver eux aussi hein, parmi l'élite de la société, si je peux dire. Et d'ailleurs, la famille Roussel, elle est très active hein, au niveau de la fierté acadienne et de promouvoir la culture acadienne. Et moi, ben, je m'identifie particulièrement à eux et à ces valeurs, évidemment. Hmm. Vanessa, vous l'avez dit plus tôt, le tome 1 de l'Averti donc, se déroule de 1870 à la Deuxième Guerre mondiale qui commence. Mm-hmm. Deuxième tome nous mène donc de la Deuxième Guerre à la guerre froide. Qu'est-ce qui nous attend, Vanessa, dans le troisième tome qui est à paraître l'année prochaine? L'année prochaine, oui. Alors, dans le troisième tome, en fait, on continue là où on s'est laissé dans le tome 2, c'est-à-dire bon, avec le début de la guerre froide. Et là, ben, c'est l'équilibre de la terreur. Hein. Il y a là tout le contexte de la lutte pour les armements entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis, bon, il y a ça que l'Averti documente, le journal L'Averti. Et puis, on touche aussi à la Révolution tranquille au Québec, parce qu'on sait qu'un des personnages principaux, Joséphine, est à Montréal, donc pour sa carrière d'avocate. Et il y a aussi toute la lutte sociale qui se passe chez nos voisins américains, où vraiment on prône des valeurs d'égalité, de solidarité avec toute la lutte là, pour la ségrégation et tout ça. Évidemment, ben, on entend les échos ici au Canada et l'Averti se fait un devoir de documenter tous les développements à ce niveau-là. Et puis, quoi d'autre? Pour pas vendre la mèche, mais... Ah, ben évidemment, on retrouve la famille Roussel. Et en ce moment, la famille Roussel, elles sont comme nos prises avec une lutte de pouvoir au sein même de la famille Roussel. Donc ça promet, ça promet. Il y a pas mal de surprises, de rebondissements encore qui attendent les lecteurs dans le tome 3. Oui, j'ai très hâte de voir ça, de lire ça. Et donc, on rappelle là, que dans le fond, il y a des articles de journaux ici et là, entremêlés à travers les chapitres. Il y a, oui, on parle de plusieurs sujets, que ce soit des sujets traités dans les articles. À la une, on parle d'histoire, mais à la fin, c'est quand même une saga familiale, comme vous le disiez. On suit les Roussel, c'est pas juste un cours d'histoire. Je le rappelle. Non, non, c'est ça, oui. Parce que quand même, Vanessa, on va adresser l'éléphant dans la pièce. Oui. Votre premier tome compte quand même 728 pages. Le deuxième, 724. Je sais qu'on s'adresse ici à des gens qui aiment lire, mais oui. C'est pas de la petite bière. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, Vanessa, pour s'assurer qu'ils ne soient pas réticents là, à se lancer dans ce projet de lecture quand même? C'est un projet quand même. Oui, c'est un projet. Oui, c'est pas une petite lecture. Ça demande quand même de la concentration. Mais si je me fie aux gens qui en ont fait la lecture, aux commentaires que j'ai reçus, déjà, je dirais que le commentaire qui revient le plus souvent, c'est que les gens s'attachent vraiment au personnage de la famille Roussel. On aime les détester, on aime les aimer, hein, parce qu'on s'entend qu'ils ne sont pas tous des bons personnages. Il y a des méchants aussi, évidemment. Hein, c'est la réalité. Et il n'y a personne de parfait. Je pense que les gens aiment cette partie-là qui est vraie, d'authenticité des personnages. Et puis... je pense que c'est très scénique en termes de lecture parce qu'on me dit que on a l'impression de voir une série tellement qu'on voit l'évolution des personnages, on les imagine. Et je pense que ça aide à entrer dans l'histoire, le fait qu'on a l'impression de les voir et de les entendre et tout ça. Oui, j'allais le dire parce que vous avez une écriture très descriptive, là, que vous aimez broder dans les détails. Oui. Vous avez évidemment beaucoup d'importance à la plume, au style aussi. C'est pas juste l'histoire, évidemment, c'est important le contenu, mais il y a le style qui est fignolé aussi. Là. Ah ben merci!
Ben, écoutez, je dois le dire, je suis d'accord, on oublie vite le volume des romans parce qu'on s'attache effectivement vraiment aux personnages et on a envie de continuer à suivre leurs aventures. D'ailleurs, on attend donc le troisième et dernier tome de la saga, mais en attendant, on peut se plonger dans L'Averti, la naissance d'une dynastie, paru en 2018, et dans L'Averti, la force du destin, paru en 2020, tous les deux aux éditions La Grande Marée, membre du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Merci beaucoup, Vanessa Légère, pour votre temps et vos réponses éclairantes et intéressantes. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup aussi au RFC d'avoir pensé à moi. J'apprécie. On se revoit bientôt dans un salon du livre. Avec plaisir.